Colline qui ouvre avec nous donc, ce programme Télévision Expérimentation, un programme conçu en partenariat avec l'INA, avec la délégation régionale INA Midi-Atlantique, une collaboration de plusieurs mois entre les équipes de l'INA et de la Cinémathèque pour d'abord se plonger dans cette période un peu oubliée, méconnue en tous les cas de la télévision, donc c'est bien de revenir sur cette grande aventure, une époque où la télévision inventait beaucoup de choses, créait des formes, avec des émissions, des films, avec aussi des cinéastes qui ont réalisé à l'époque aussi leurs premiers pas grâce à ce service de la recherche et à la DPC, à la direction des programmes création-recherche. Et c'était une envie de partager ça aussi avec vous, cette découverte, cette redécouverte. Donc d'où ces 13 programmes qu'on vous propose. Alors évidemment, il a fallu faire des choix, donc on ne pouvait pas tout montrer, mais c'est vous donner quand même un avant-goût de la variété de programmes que vous pouvez aussi retrouver sur notre poste de consultation multimédia qui est en bibliothèque. On a la chance d'avoir ici un poste de consultation multimédia INA CNC qui vous donne accès à des milliers d'heures, des ressources incroyables que vous pouvez donc découvrir à l'étage. Et Colline donc est là avec nous ce soir pour lancer un peu ce programme. Quelques mots, Hélène Bettembourg, déléguée régionale de l'INA. Oui, bonsoir. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc nous sommes la délégation INA Midi-Atlantique et on représente l'INA sur le territoire sud-ouest de l'Occitanie à la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vu de l'eau tout à l'heure, je ne sais pas si c'était l'océan, mais j'ai l'impression. On est en plein dedans et l'INA sur le territoire a pour vocation de partager les collections. Et avec la Cinémathèque de Toulouse, avec qui on travaille maintenant main dans la main depuis 10 ans, on a abouti à cette idée assez unique qui était de montrer des œuvres télévisuelles sur grand écran. Voilà. Ça arrive de temps en temps, comme ça, pour une projection, mais en fait, ce qui est rare, c'est de le voir sous forme de collection, de rétrospective. Donc nous, on l'a appelé cycle télévision et expérimentation, avec l'idée de montrer sous toutes ces formes comment pouvait être mise en valeur la création télévisuelle entre les années 1960 et la fin des années 80. Donc là, avec Colline ce soir, on est à peu près dans les années 70. Et l'idée, c'était de lui accorder cette soirée avec d'abord Mais qu'est-ce qu'elles veulent qu'on vient de voir, donc un documentaire, et Jean Frappa, qui est un producteur assez phare de cette époque, qui avait toujours plein d'idées à la minute. Avec ses idées, c'était vraiment de sortir des formats classiques et un peu d'aller dans une logique sérielle, donc de série. Et il a proposé à 8 cinéastes qui étaient plus ou moins connus, qui étaient des jeunes cinéastes. On avait Jean Eustache, Chantal Akerman, Colline Serrault parmi ces cinéastes. Et voilà, l'idée c'était de leur proposer de raconter l'histoire de leur grand-mère. Mais bon, Colline Serrault n'a pas obéi, elle n'a pas parlé de sa grand-mère, comme vous allez le voir dans quelques instants. Mais c'était cette idée-là, voilà, on a ces formes-là, on a des formes beaucoup plus expérimentales, on aura des documentaires, on va vous proposer des soirées accompagnées et des soirées avec des florilèges de courts-métrages, donc n'hésitez pas à regarder la programmation jusqu'au 30 avril. Et ce soir, voilà, pour en revenir à Colline, pour moi c'était un coup de cœur et dès le premier appel, voilà, j'ai senti comme que quelque chose d'assez particulier pouvait se passer et je tenais encore une fois à te remercier, Colline. On ne se connaissait pas avant cet appel il y a quelques semaines et elle m'a fait confiance, elle nous a fait confiance parce que c'était une coproduction depuis le début. Et voilà, pour moi c'est très touchant de vivre ça et le partager avec le public ce soir et de revivre des films qui peut-être n'ont jamais été vus. Enfin, le premier oui sur grand écran, mais celui-là peut-être n'a jamais été vu sur grand écran. Je crois pas, non. Ça, c'était Jean Frappa qui avait demandé donc à plusieurs cinéastes de faire un film sur leur grand-mère. Et moi, j'avais pas du tout envie de parler de moi. Donc, j'ai adoré mes grand-mères, hein, mais j'avais envie de parler. J'avais fait Mais qu'est-ce qu'elles veulent. Je voulais terminer en fait le portrait général des femmes, disons, en France. J'avais pas de femmes maghrébines ou. Donc là, j'ai fait 2 portraits de grand-mères de l'islam. Je les ai appelées de l'islam. Elles vivaient à Gardanne et elles étaient très touchantes. Voilà. Donc c'est un moyen métrage qui en fait est le complément qui pourrait tout à fait se projeter avec Mais qu'est-ce qu'elles veulent. Mais bon, après ça fait trop long des fois pour les gens, ils s'ennuient.
On vous promet, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc là, c'est une trentaine de minutes, et surtout après, voilà, l'idée c'est d'avoir un échange avec Colline, qu'on remercie voilà, beaucoup d'être là ce soir. Voilà, donc bonne projection, et on se retrouve tout de suite après pour une discussion. Une question toute bête, mais quand même qu'on se pose toujours quand c'est des films de témoignages comme ça. Là, je le mets pour les deux, même si je pense qu'il y a peut-être des... je subodore, peut-être qu'il y a une légère différence, mais c'est en fait c'est comment déjà comment on trouve les personnes qu'on va interviewer comme ça, et comment on gagne la confiance. J'ai l'impression que dans mais qu'est-ce qu'elles veulent, que c'est l'impression que j'ai, que c'est un travail qui a duré assez longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail d'approche assez long, que le tournage aussi a été assez long, alors que sur les grands-mères d'islam, j'ai l'impression de quelque chose un peu plus brut, peut-être un tournage beaucoup plus rapide. Donc, enfin voilà, mais c'est une impression que j'ai comme ça, mais c'est peut-être juste une question de caractère et de personnalité aussi des femmes que vous avez rencontrées. Oui. Voilà, la différence, c'était que le premier film, on l'a tourné sur 6-8 mois, quoi. On n'avait pas de production, donc et puis c'était dans les années 70, donc il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de femmes qui parlaient. Il y avait une énorme début de prise de conscience, comme ça. Il y avait des groupes de femmes, et tout ça. Donc moi, j'allais un peu dans tous ces endroits, et puis je disais, qui veut être filmé, je filme. Donc moi, je faisais vraiment la démarche... il y avait deux démarches, la démarche d'ouverture maximum, et puis ensuite, évidemment, comme montage, je refermais, parce qu'il fallait que ce soit des gens qui passent, et que je pouvais, sur chaque portrait, avoir un récit, quasiment, presque même comme une fiction. Donc j'ai filmé énormément, j'ai filmé toutes les femmes qui avaient envie de parler, je les ai filmées. Et c'est vrai que j'avais un rapport particulier avec elles, parce que, en fait, ça consistait à ne rien dire, surtout. Les gens, quand vous les écoutez, ils parlent. Surtout qu'elles avaient beaucoup de choses à dire. Au départ, le film, ça s'appelait Utopie. Je voulais que les femmes expriment quelle société elles voulaient. Donc quelque chose de prospectif. Et puis ça les intéressait. Mais alors pas du tout, hein. Elles avaient juste envie de dire ce qui n'allait pas, quoi. Ce qu'elles voulaient plus. Parce qu'elles... Ça, c'est pour mais qu'est-ce qu'elles veulent. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'est le titre. Mais en fait, finalement, c'est plutôt qu'est-ce qu'elles ne veulent pas, qu'est-ce qu'elles ne veulent plus. Oui, ou en tout cas, c'était pas l'utopie, en tout cas. Et puis, alors par contre, les conditions étaient différentes avec le deuxième, parce que là, c'était une production, c'était une commande, donc on avait quand même une équipe. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Il n'y avait pas d'équipe, c'était nous, l'équipe, enfin moi et l'opérateur. Et donc, oui, mais c'était le même principe, hein, c'était exactement le même principe. On a trouvé ces femmes à Gardanne, on a fait des repérages, bon, et puis c'était tellement différent, quoi. Le drame d'une femme à qui on enlève son gosse et la vie de quelqu'un qui a 20 gosses, quoi. C'est une espèce de contraste qui finalement raconte quand même des vies assez semblables. Mais sur le plan du tournage lui-même, de la manière d'aborder les interviews, c'était pareil. C'est-à-dire essayer d'être suffisamment en respect, en conscience et en confiance pour qu'elles puissent parler comme elles avaient envie, quoi. Et de la même façon, vous avez rencontré beaucoup de Là, personnes. on a fait quelques... Non, mais ça tout de suite était ces deux-là. Elles étaient... Oui. Il y a eu quelqu'un qui a repéré quand même, mais c'était ça qui était bien. Il y avait eu un temps d'échange. En fait, du coup, la question que je me posais, c'est aussi de rencontrer des personnes, de dire qui veut parler ou qui veut être filmé, je filme. Mais avant, il y a quand même un temps d'échange. Et je ne parle pas avec les gens avant. D'accord, c'est direct. Je tourne. C'est tout. Oui. Quitte à ce qu'il y ait du gâchis, je m'en fous. Mais j'ai pas. Ça veut dire que si on commence à bavasser avant, c'est là que ça se passe. Et puis si on n'est pas en train de tourner, il ne se passe rien. Donc moi, je ne parle pas avec les gens. Il y a quelque chose d'autre qui passe, qui n'est pas verbal, entre moi et les gens,
que je tourne. Il y a une espèce de... Ça, je sais pas, c'est un instinct, mais il y a une espèce d'écoute tellement forte qui parle, quoi. Mais les gens ont tous quelque chose à dire. Moi, j'ai dit, je prends 10 personnes n'importe où, ici, partout, dans le métro, dans la rue, n'importe quoi, ça fait un film formidable. De toute façon, toutes les vies sont passionnantes. Et c'est pour ça aussi que là, ces femmes... Moi, je trouve que la dernière femme mais qu'est-ce qu'elles veulent, qui est cette femme de ménage, en fait, elle est femme de ménage, qui dit, là, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma sexualité, mais vous allez voir, ça va venir. Elle n'est pas cultivée, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, mais elle est tout, quoi. Je me fiche complètement de savoir du moment qu'il porte... et après, c'est en montant. C'est au rush, quand on voit les rushs, tout d'un coup, quelque chose... On ne le sait pas quand on tourne, on ne sait pas ce qu'on tourne. On le découvre au montage, en fait. En ce qui concerne le reportage, évidemment, parce que c'est pas du tout la même chose en long métrage. Justement, si je passe le micro, sur la question justement sur la question du montage, j'ai l'impression que c'est quand même c'est vraiment très bien, c'est très bien travaillé. Déjà le montage en lui-même, mais même dans le choix, ça me frappe surtout pour Mais qu'est-ce qu'elles veulent. Je trouve dans le choix des histoires, justement parce qu'on termine par ce portrait de cette femme de ménage qui, je trouve, est très optimiste quelque part, parce que justement il y avait une part raconter vraiment tout, comment elle a souffert, mais de dire encore aujourd'hui j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je vais m'en occuper là de ma sexualité. Et j'avais le sentiment que si vous aviez terminé peut-être avec le portrait des ouvrières par exemple, ça aurait laissé peut-être un goût plus amer, ou donc tout ça, c'était vraiment... je me doute bien que c'est pensé, mais j'imagine que vous êtes posé plein de questions, non, aussi, par rapport justement à l'ordre, comment... Oui, on se pose toujours des questions, surtout quand on a un énorme matériel. C'est toujours la dialectique entre décrire les choses aussi avec le maximum de vérité, de profondeur, et puis c'est pas forcément tout ce que disent les gens. Choisir dans ce qu'ils disent ce qui va être eux-mêmes vraiment, et c'est pas forcément eux qui le savent. Enfin, ça se découvre tout d'un coup, et en faire aussi quelque chose qui soit intéressant, qui soit une fiction quelque part. C'est quand même 8 portraits qui sont construits comme des fictions, avec tout le temps une tension dramatique, avec un rythme. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Enfin, moi, je n'ai pas le droit d'ennuyer les gens. Enfin, j'espère que je vous ai pas ennuyé, mais je travaille à ça avec beaucoup d'assiduité, disons. De ne pas ennuyer les gens, parce que c'est pas c'est pas mon but. Oui, non. Oui. Et vous y parvenez très bien. C'est pas. S'il y a des questions. Oui, je voulais vous demander quel était votre rapport avec le clair-obscur et aussi les gros plans, parce que j'ai remarqué que pour la plupart des portraits, c'est très rapproché du visage, et que lorsque vous utilisez de la lumière naturelle, j'ai l'impression que vous aimez bien les mettre de profil à la fenêtre pour qu'il y ait un peu un contraste sur le visage. Donc je voulais vous demander si c'était plus par esthétique ou parce que vous avez l'impression que ça dévoile plus sur la personne que vous interrogez. Oui, mais c'est les deux. C'est-à-dire que je suis je connais bien la lumière, je suis très attentive à la lumière, à la direction de lumière, à ce qu'on rajoute ou pas à une lumière naturelle, et dans quel axe on tourne pour avoir la meilleure lumière. Et je déteste les faces, je déteste. Donc je n'éclaire jamais en face, et je fais en sorte que ça soit des contre-jours ou très modelés, ou comme de la peinture. Hein. Donc c'est une démarche très esthétique, oui. Je l'assume, mais aussi le fait que je pense que quand on est en très gros plan, il y a quelque chose de plus que les gens qui passent. Il y a quelque chose d'un peu plus universel, bizarrement. Alors qu'on s'enfonce dans leur être de très près. C'est des individus tout d'un coup, mais ça devient aussi
ça devient plus universel quand c'est très près. J'ai remarqué, et puis c'est comme ça que j'ai envie de voir, quoi. Après, il y a toute la partie, comment dire, on théorise, mais en fait, on a aussi un instinct quand on tourne qui vous fait placer la caméra à certains endroits et choisir certaines focales, quoi. Merci. Pardon, je reviens sur les... Tiens. Merci. Oui, je voulais savoir dans Mais qu'est-ce qu'elles veulent, j'ai eu l'impression que certaines personnes interviewées, enfin le patron en particulier, parlaient à l'opérateur. Les questions étaient comment se passaient les entretiens en tout cas, qui posait les questions, parce que j'entends une voix masculine. On ne posait pas de questions et l'opérateur il avait certainement pas de questions à poser, ça non, ça c'est non. Mais enfin en tout cas un rapport je l'aimais beaucoup, hein, on s'entendait très bien, mais non, il n'y a jamais eu de questions là-dessus, hein, non, c'était mon film. Et mais il y avait je me souviens qu'il y a un type à la sortie de la projection de Mais qu'est-ce qu'elle veut qui a dit mais enfin écoutez, vous n'avez montré que 2 hommes qui sont terrifiants, enfin tout de même c'est pas représentatif, et j'ai répondu bah oui, mais ça fait combien de siècles que vous avez le crachoir, quoi. Pour une fois c'est nous qui avons le crachoir, quoi, voilà. Donc il faudra que vous vous contentiez de ces 2 mecs là qui sont pas terribles, mais bon voilà. Voilà, c'était. Mais bon, il a fallu les rouler quand même, hein, parce que. Alors, ce que je faisais, c'est que comme j'avais aucun papier officiel, puisque c'était un film totalement à l'arrache et totalement sauvage, on est parti avec une 4L et une caméra en Super 8, en 16, et puis moi j'avais un Nagra SN, un petit Nagra. Et donc j'avais aucune introduction, j'avais pas de production, quoi. Mais quand j'avais été au départ du film, j'avais été dans quelques bureaux des télévisions, je sais plus, ça s'appelait plus France Truc, machin, enfin je sais plus comment ça s'appelait, mais et en passant dans les bureaux, j'avais piqué 2-3 papiers en tête, au cas où. Et donc quand je suis allée voir le type des magasins dont j'ai toujours tenu le nom, je lui ai montré mon papier en tête, j'ai dit voilà, je viens de FR machin ou de TF je sais pas quoi, enfin bref, et on fait un reportage sur la modernisation des chaînes de production des pantalons. Oh, il était content, hein. Ah bah oui, mais il y a un moment, il faut un peu ruser quand même, parce qu'autrement, si je lui avais dit je fais un reportage sur les ouvrières syndiquées, je pense pas que j'aurais... Et c'est comme ça que j'ai eu ces merveilles, quoi, de type qui vous dit qu'il faut pas que les gens pensent, qui fait tout pour améliorer le boulot. Donc en fait, il monte les cadences, quand il descend un peu à midi, puis il les remonte après. Enfin, des trucs... Mais c'est parce qu'il était en confiance, quoi. Il était... Pareil pour le porno, je lui ai dit que j'étais enthousiaste sur la libération sexuelle. Et... Donc il s'est lâché, quoi. Alors, celui des pantalons n'a pas vu le film, vu il avait fermé son usine, emmené toutes ses machines en Afrique du Sud. C'était moins cher, quand même. Donc là, de toute façon, lui, il n'était plus en France. Quant à l'autre, il était dans un trafic d'héroïne en Hollande. Donc je ne l'ai pas senti vraiment aller dans un procès, quoi. Je pense qu'il s'est un peu tu. Il n'a pas fait d'histoire. Je n'ai plus entendu parler. Et sur les... justement, parce que quand on parle de la réception à la vision des films, par rapport aux grand-mères d'islam et en fait aux jeunes filles, surtout, je crois qu'il y en a une ou deux qui, à un moment donné, prennent la parole en disant « mais ça, vous n'allez pas le mettre, ça ne sera pas... Mais quand même, vous l'avez fait, vous l'avez gardé. » Alors, du coup, je me pose une question... j'ai envie de vous poser une question en fait éthique presque. Du coup, si quelqu'un vous l'a demandé, alors c'est peut-être pas de manière très très appuyée, mais quand même quand même elle laissait sous-entendre que peut-être elle se fera engueuler quand même derrière.
Oui. Vous l'avez quand même, Alors, vous l'avez gardé. Ah alors, oui, je pense que c'est très bien parce qu'effectivement, c'est très fort et ça dit beaucoup de choses qui sinon ne seraient pas dites. Mais ça engage quand même quelqu'un derrière. Mais c'est pas du tout la même. Enfin, c'est pas pareil que quand on va par exemple faire un reportage en Russie à l'époque soviétique. J'ai fait pas mal de repérages et quand on interviewe des gens qui risquent d'aller dans les camps, c'est pas le même risque quand même. Là, moi, je ne le fais pas, ça. Il faut faire attention parce que là aussi, on peut avoir des gens, quand on fait du reportage, qui tout d'un coup, on en tellement gros sur la patate qu'ils se mettent à vous dire des choses qui vont être très dangereuses pour eux. Et puis nous, on s'en va. Hein. Nous, on s'en va, on rentre dans nos petits pays bien confortables et tout. Et puis eux, ils restent dans la répression. Ça, j'aurais jamais fait ça. Mais je pense qu'elles étaient sur le point d'une certaine libération quand même. Et je trouve que cette peur de simplement... Enfin, de dire que simplement elles avaient une cousine, une petite nièce qu'elles ne pouvaient plus jamais voir, quoi, et qu'elles n'avaient pas le droit d'en parler parce qu'elles risquaient d'être battues, quoi. Moi, je trouvais que c'était important de le laisser. De toute façon, elles sont battues par les frères. Un peu plus, un peu moins. Mais du coup, est-ce que vous savez si elles Non, ont vu ensuite voulu, ou pas? Mais à l'arrivée, elles sont... je ne les ai pas revues, elles. J'ai revu l'autre un petit peu, mais non, je ne les ai pas revues. Je crois que ça... Enfin, elles ont été invitées à la projection et elles ont beaucoup, beaucoup aimé. Mais bon, c'est difficile aussi de se voir et puis de voir... Il y avait tout un... Moi, j'ai essayé de beaucoup les respecter, mais c'était quand même une femme qui vivait dehors, quasiment. Hein. Elle avait 2 pièces. Elle avait 20 enfants, 2 pièces, entassés tous. Heureusement que c'était à Gardanne où il fait beau, quoi. Mais je voulais pas les humilier non plus par la manière de... Enfin, pas faire du misérabilisme. C'est vrai que cette famille avait pas l'air... Et j'étais dans la misère quelque part, mais en même temps, il y avait beaucoup de bonheur aussi. Il y avait beaucoup de... Elle tenait le truc, elle tenait la vie avec la cuisine, avec les chiens, tout ce qu'elle faisait vivre, en fait. Et puis lui, c'est compliqué aussi, parce que bon, c'est un tyran domestique, ok, mais c'était comme un type qui a été torturé pendant la guerre d'Algérie, qui a été un combattant pour une cause qui était juste, dans un monde où il n'était pas du tout bienvenu. Et c'est aussi cette amertume qui crée encore tellement de problèmes. Hein. Et c'est des gens qui ont été très courageux, qui se sont battus pour leur libération et qui en veulent encore à la France. Ils ont quelque part, c'est bon, et puis qui veulent affirmer leur culture. Tout ça est très ambigu. J'espère l'avoir montré aussi, quoi, que ce n'était pas, c'est pas blanc et noir, c'est plus complexe, quoi. Non, ça se sent très bien. Est-ce que je vais faire circuler la parole, profitez-en. Oui, c'est pas une question, mais c'est juste pour dire que c'est incroyable l'énergie que dégagent les films, tous les deux, et puis l'énergie de ces femmes, quoi. Enfin, je pense à une de ces ouvrières du textile, quelque part c'est jamais triste, même si elles disent des choses épouvantables. Et ça me fait penser à ce que vous disiez, la documentaire fiction. Je me disais, il y a peut-être une des ouvrières du textile, une qui a des cheveux courts, là, qui parle beaucoup. On a l'impression qu'elle va pas pouvoir se passer de la caméra après, enfin, qu'il y a un truc fantastique qui se passe, quoi. Et je sais pas combien de temps ça... d'être resté avec elle, combien de temps ou pas très longtemps. C'est toujours assez court, les interviews, c'est 2 heures, 2-3 heures, c'est tout. Hein. Mais ça, c'est la question de l'écoute, c'est la question de comment on les aborde, quoi, cette espèce de... On n'a pas besoin de parler plus que 2-3 heures. Après, tout sort. Mais il faut déjà que, je sais pas, qu'il y ait un truc qui s'établisse. Ça sort vite. En tout cas, on sent ce plaisir de parler comme ça, oui. Ce récit, quoi. Puis alors, elle parle ch'ti, ils peuvent te pas, tous ces trucs-là, moi j'adore. C'est aussi un film sur les accents. Il y a l'accent du Midi, il y a l'accent ch'ti, il y a l'accent suisse. La France est un pays où il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup d'accents. Et j'étais contente aussi avec ce film, et même les Algériennes, c'est très beau le français qu'elles parlent. Aussi dire qu'il y a une biodiversité en France, il y a une biodiversité pas seulement avec les gens de couleurs différentes, mais aussi de régions différentes, de cultures différentes. Et ça, c'était aussi un des buts de ce film, de montrer comment le peuple parle, quoi. Vraiment, pas comme à la télé, quoi.
Alors attendez, c'est quoi la question que vous me posiez? Ah, c'était pas une question, c'était pour. Ah oui, sur dire, l'énergie. L'énergie incroyable, puis le plaisir que. Enfin, oui, on sent qu'elles sont. La résilience, oui. Sont bien à parler comme ça. Oui. S'amusent. Elles donnent la vie, alors c'est ce qui les mène, quoi, mais quand même beaucoup de souffrance. Hein. Et puis c'était aussi c'était aussi ça a toujours été dans tout ce que j'ai fait. La dépression, ça sert aux riches, la dépression. Les films où on se prend la tête, tout ça, où ça se termine mal, tout ça. Ça sert à qui, ça? Ça donne espoir à qui? C'est des films de petits bourgeois, ça. Hein. Moi, j'ai envie de donner espoir. Moi, j'ai envie de donner envie de se battre. Et c'est difficile de se battre. C'est pas évident. Donc c'est pour ça aussi que il y a cette espèce de à la fin là. C'est Radetzky marche. C'est important qu'on s'enfonce pas dans la dépression, quoi. Elle sert à rien, la dépression. C'est un truc de riche, la dépression. Les pauvres, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le fric. Il y a un côté, parce que vous parlez du côté de cette richesse linguistique, je trouve qu'il y a aussi justement dans le verbe, il y a une question, où il y a en tout cas des positions sociales. Il y a des classes sociales vraiment différentes entre les ouvrières, alors du coup, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je vais l'appeler la Cato, parce que je n'ai pas retenu, qui semble... Fille de magistrat. Qui semble plutôt... on est plutôt quand même dans la bourgeoisie. Et après, on a aussi cette jeune fille qui a fait du porno et qui a un recul, une analyse et un discours. On dirait une chercheuse universitaire. Elle a un discours qui est vraiment très, très construit. Comme l'anorexique, d'ailleurs. Très, très articulé. Hein. Absolument, ouais. Et je trouve qu'il y a une richesse aussi, cette richesse linguistique, mais qui passe aussi par la langue. Je trouve que ça me frappe vraiment comment la langue peut induire des classes sociales, ou en tout cas les marquer. Alors après, je ne sais pas si du coup ça permet aussi de se démarquer ou de les transgresser. Et par exemple, c'est intéressant parce que le portrait de la dame Cato, que vous appelez Cato, la fille de magistrat qui habitait avenue Victor Hugo, dans le 16e pur et dur, en fait, elle fait pitié au bout d'un moment. En fait, on l'aime bien après. Elle n'est pas du tout... Moi, j'ai pas voulu en faire une caricature. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai pas pu monter, mais où elle dit que en fait, la minute où j'ai proposé qu'on tourne avec elle, son fils, ses deux fils, son mari l'ont regardé, mais totalement différemment. Tout d'un coup, c'était qu'elle. Ah bon, elle est digne d'intérêt, on la filme. Ça les a complètement scotché, quoi. Ils se sont mis à être sympas avec elle, quoi. C'est intéressant aussi, ça. Cette femme, elle est rentrée dans un moule, et puis finalement, elle dit, j'aurais pu faire des choses plus intéressantes, quoi. Elle est comme les ouvrières qui disent, moi j'aurais aimé faire des études, moi j'aurais voulu faire du dessin. Tous ces destins brisés, toutes ces intelligences qu'on n'emploie pas. C'est ça le pire, je trouve, aussi dans la richesse d'un pays, c'est les cerveaux, quoi. Et là, 50% des cerveaux, ils n'étaient pas utilisés. C'est une tragédie. Et c'est pourquoi c'est compliqué dans les pays de l'islam, parce qu'il y a 50% des cerveaux qu'ils n'ont pas, que nous, on emploie, peut-être en les exploitant, mais enfin, en tout cas, ils sont là, les cerveaux. Et c'est compliqué si il manque de cerveaux. Parce qu'ils sont tous pareils, nos cerveaux. Ok. Oui, donc Colline, je vous imagine dans une 4L à traverser la France et aller à la rencontre de ces femmes. Ce que j'ai du mal à imaginer, c'est comment vous arrivez à entrer dans l'intimité de ces personnes, dont certaines, comme l'anorexique, elle dit j'ai tellement peur du regard que je sors très peu.
Et cette femme, Cato, là, dont vous parlez dans le 16e, c'est pareil, comment est-ce que vous avez réussi à rencontrer ces personnages et après, oui, ce que disait tout à l'heure Marie, c'était à créer cette relation de confiance quasi immédiate, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Je sais pas, oui, c'est comme ça. Enfin, je sais pas si c'est un don, ça se travaille aussi, mais c'est-à-dire il y a quelques principes quand même. C'est surtout ne pas parler de soi, écouter, simplement écouter, et écouter vraiment. Mais ça se passe pas, c'est pas un rapport verbal. Ça se sent, quoi. On se sent. Oui, aimer, c'est un peu banal comme mot, mais quand j'installe ma caméra, quand je choisis un cadre soigneusement, que je fais très attention où elles habitent, tout ça, je suis dans un état totalement, comment dire, de respect tellement total, parce que je sais que ça passe par le respect, de pouvoir que les gens parlent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie écoute, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... C'est le contraire d'une interview politique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un humain qu'on rencontre profondément. Mais c'est pas en bavassant avant. Parce que la caméra, elle est là comme un espèce de médium qui fait qu'ils savent que ça va être pris, que ça va être... donc c'est comme un truc entre nous deux, mais... oui, c'est assez mystérieux hein, comme relation. C'est assez mystérieux. Il faut pousser cette porte quand même là, sur ces femmes qui sont chez elles. Il faut les trouver quand même. Ah oui, ça, bah oui, mais ça, alors là, il y en a beaucoup qui voulaient parler. Hein. Et puis, alors là, ça j'avais pas de mal à trouver. Elles avaient tout envie de parler. C'était pas du tout difficile. Non, mais là, si je fais un sondage, je vais dans la rue, je dis, est-ce qu'il y a 10 personnes qui veulent être filmées? J'en aurai 50, hein, je vous jure. Hein. Les gens, ils ont envie de parler d'eux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler de soi. Oui, merci. Bon, chacun des personnages femmes, je trouve que arrive à dépasser sa propre condition et à développer une vision de la société critique dans laquelle elle voit bien qu'elles sont enfermées. Et ce qui m'a frappé, c'est l'intelligence politique qui se dégage. Bon, je pense à l'ouvrière, même à la bourgeoise. Elle est parfaitement consciente du rôle qu'elle est censée tenir et qu'elle est obligée de tenir. On a parlé aussi de l'actrice porno. Et par opposition, justement, aux deux seuls personnages masculins, les deux affreux, là, et qui, eux, montrent bien à quel point ils se complaisent dans leur rabougrissement. C'est ça qui m'a frappé. Par rapport donc à tous les personnages féminins qui sont tous... symbolisent vraiment chacun un type de femme. Un type de femme tout aussi intéressant l'un que l'autre, aussi riche. Voilà ce qui m'a frappé dans votre film. Oui, mais là c'était vraiment un film, il y avait tellement à dire sur ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des choses très riches à dire, et surtout maintenant. Je veux dire qu'il y a quand même eu des changements. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Mais la richesse du propos politique qui n'était pas consciemment politique, c'est ça aussi. On sortait quand même aussi de 68, où la France entière était très, très, très politisée. Hein, où on avait les syndicats, on lisait beaucoup, on lisait encore, pas sur les tablettes, et pas dans un digest très, très tendancieux de Wikipédia, mais on lisait, quoi. On lisait... Freud, toutes les féministes, on lisait toute l'écologie, on lisait Marx, on lisait Trotsky, Lénine, on lisait les grands penseurs, quoi. On lisait aussi Einstein, on s'intéressait à tout ça. On lisait. Mais bon, donc, et puis la France, en un mois, en mai 68, est passée d'un état de total apolitisme à une très très grande conscience politique. Bon, puis ça a un peu perduré. Ça s'est complètement effondré, mais je pense que c'est en train de revenir. Un pays peut se politiser en un mois, hein. Mais il faut que ça soit des situations un peu explosives, disons. En un week-end, il peut se politiser ? Oui, peut-être. Oui, là, dimanche, on va voir.
Je voulais vous demander, enfin je me demandais parce que du coup vous avez quand même eu des entretiens et des témoignages qui étaient très forts et même dans d'autres films aussi vous abordez des thématiques qui sont assez sérieuses et importantes et je me demandais comment est-ce que vous arrivez à mettre une sorte de barrière et à prendre du recul pour pas être complètement imprégné par les thèmes que vous abordez et réussir à garder un peu cet espoir et ne pas non plus se laisser complètement emporté émotionnellement par les témoignages que vous filmez. J'ai été emportée quand même, hein, mais non, mais moi je suis une femme de spectacle. C'est ça mon métier. Je fais des films qui sont de l'image, du son, du rythme. Oui, qu'il y a une esthétique derrière. Et il y a aussi une conscience politique et une envie de changer le monde quelque part, mais enfin modestement, hein, parce que c'est pas nous qui changeons quoi que ce soit, les cinéastes, faut pas se faire d'illusions. Mais enfin, alors attends, c'est quoi la question? C'est comment est-ce que vous arrivez à prendre du recul par rapport aux témoignages et aux thèmes que vous abordez? Bon, ben là, il s'agit de reportage, mais moi je pense que quand on est au fond du désespoir, la seule chose qui vous sauve, c'est l'humour. Et je pense que c'est l'humour qui à partir du désespoir qui m'a toujours aidé à survivre. Mais ça aussi, c'est un peu inné quand même. Et puis l'envie de faire rire les gens, c'est un truc, c'est un peu cabot, mais j'aime bien. Et je pense que c'est important, c'est une kalachnikov, le rire. Donc tout ce qui est... Il y a de l'humour aussi là, il y a de l'humour même dans les choses tristes. Et puis raconter des histoires, on raconte des contes. Même si c'est du reportage, en fait, on raconte des histoires, on raconte... Et donc, à un moment, il y a une distance. Oui, puis de toute façon, moi, j'aime pas parler de moi-même. Je parle pas... Enfin, là, peut-être que je parle un peu trop de moi-même, mais... Non. C'est parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus aussi, quoi. C'est parce que c'est nous qui vous interrogeons. Oui. Enfin, vous n'êtes pas obligé de parler. Enfin, si, un peu quand même, quoi. Tant qu'à faire, c'est mieux. Oui. Et puis j'ai été invitée par des gens formidables, je les remercie de m'avoir, parce que aussi bien Lina que vous, la Cinémathèque, c'est vraiment bien ça, tout ça. Donc, voilà aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc maintenant je le dis, voilà, je vous remercie pour... Merci à vous. Merci. Déjà, je voulais vous remercier pour ces 2 films. C'était juste, quel était votre lien avec le MLF? Parce qu'on parlait de l'esprit combattant, l'esprit d'humour. Et j'ai tout de suite pensé aux films qui ont été créés par le collectif, les films de Carole Rassopoulos, le Scam Manifesto, en fait, tous ces films. Quel était votre rapport avec ce mouvement, avec les figures de ce mouvement? Oui, donc j'ai jamais été, moi, au MLF. J'en ai beaucoup connu, des filles du MLF qui étaient formidables, Carole, bien sûr, et puis aussi... Alors, ce qui s'est passé, c'est que la fondatrice du MLF, c'était Antoinette Fouque, qui d'ailleurs est morte d'une maladie dégénérative. Et à l'époque, elle était encore à peu près valide. Et c'était un esprit très intéressant et très important dans la pensée. Ces bouquins, il faut vraiment les lire, Antoinette. Elle a vraiment... elle est extrêmement visionnaire. Et à cette époque-là, elle avait fondé le MLF. Mais elle avait la librairie des femmes, déjà, ça commençait. Et moi, quand j'ai reçu tant d'échecs avec mon petit papier où les télés me disaient « Mais vous avez qui comme femme connue ?» Et je disais, j'ai personne comme femme connue. Il nous faut des vedettes, quoi, des vedettes de la télé, des présentatrices, des avocates connues. Et moi, c'était vraiment l'inverse que je voulais faire. Donc je me pris des râteaux, et je ne savais plus quoi faire. Donc je suis allée un jour voir cette Antoinette Fouque, mais je n'étais pas encartée ni au MLF. Et je lui ai dit, voilà, je lui ai montré mon petit bout de papier. Ça faisait vraiment un quart de page où je voulais interviewer les femmes. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire ce film. Est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Alors, elle me connaissait en fait parce elle était agrégée de lettres et dans son stage de... Comment ça s'appelle le truc qui passe, le CAPES. Dans son stage CAPES, elle a été tombée dans ma classe. Donc elle était restée 1 mois dans cette classe. Parce que quand ils sont stagiaires du CAPES, ils restent au fond, puis ils observent comment travaillent les profs. Et moi, j'étais aussi au fond. Et j'étais très sage, j'étais absolument pas du tout révoltée comme élève, mais je n'écoutais pas, je lisais. Donc j'avais mon livre sur mon genou, puis je faisais comme ça.
Et elle m'avait repéré. Donc, en fait, quand je suis allée lui demander de l'argent, elle m'a reconnue. Et elle m'a dit, je reviens dans 2 jours, je te donne d'argent. Je suis revenue dans 2 jours et elle m'a donné, à l'époque c'était 50 000. Enfin, ça devait faire à peu près 15 ou 20 000 balles de maintenant. Dans une enveloppe en liquide. Ah, j'ai dit c'est super, j'ai pris l'enveloppe et je suis allée direct à Éclair et j'ai acheté pour cette enveloppe, le montant de cette enveloppe de pellicule. Parce que pour moi, c'était ça, l'or. C'était la pellicule. Là, les copains qui pouvaient m'aider à tourner, moi je savais manier très bien un agra. Le copain, il était OK. La caméra, on me la prêtait, mais je n'avais pas la péloche. Et la péloche, c'était pour nous, c'était comment, je ne peux même pas vous dire, c'était une drogue, quoi. Et donc, on a acheté cette péloche, j'ai acheté cette péloche, et j'ai tourné toute la péloche, quoi. Et quand j'ai plus eu de péloche, il n'y avait plus aucun argent pour la tirer, il n'y avait plus rien. Non, non. Ah ben rien du tout. Les bobines non développées sont restées 1 an et demi sur mon étagère. Il y avait quand même, dans les 30 heures de rush, quoi. Ça faisait du lourd, hein. 16 mm, c'est lourd. Donc, et c'est là que l'opérateur avec qui je bossais, il commençait à tourner un peu. Et à Éclair, il a vu, il a dit, il y a quelqu'un qui... Là, j'avais déjà fait du théâtre et des autres trucs, mais c'était pas connu, hein, qui a plein de trucs à développer dans son appart. Et alors là, les gens d'Éclair, parce que c'est pas bon de laisser un négatif comme ça, ça se fait pas, ça. Donc, ils ont dit, mais qu'elle l'apporte tout de suite. Donc, j'ai amené à Éclair, mais à l'Éclair, ils étaient formidables, ils aidaient vraiment les jeunes réalisateurs. Et on les a développés dans les bains du soir, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dans la journée, il y avait tous les bains de développement et pour fixer, des fixateurs. Et puis, quand la journée était finie, restaient encore les bains. Ils n'étaient pas terribles comme bains, mais enfin, c'était des bains pour développer. Et donc, les copains du labo m'ont développé, à la petite semaine, ils ont développé tout le film. Et comme ça, je me suis retrouvée avec des rushs en noir et blanc, hein, parce qu'il n'était pas question de développer en couleur. Et là, j'ai commencé avec l'aide aussi de copains. C'était de Jacques Doyon qui m'a prêté sa salle de montage. Sophie Tatichef, donc, qui était la fille de Tati qui a monté, et Joël H. C'était 8 mois de montage. Donc voilà. Attendez, c'était quoi la question de départ? Pourquoi je raconte ça? C'était... Le lien avec le MLF. Oui, voilà, le lien avec le MLF, il était là. Elle m'a donné des sous. Mais je trouve que c'est un lien vraiment bien, quoi. C'est pas un lien d'encartage. Elle a été cash, elle a été confiante. Et après, elle a bien aimé le film. Puis on s'est beaucoup revus. Je l'ai revu, elle, mais j'ai jamais été dans aucun parti politique. Non. Oui, moi je me demandais juste par rapport avec toute la séquence avec l'anorexie, qu'elle est un peu différente, puisque vous vous attardez moins sur l'intimité des autres, et vous dites que vous tournez en 2-3 heures, alors on n'a pas l'impression que c'est vraiment possible que vous puissiez tourner en 2-3 heures avec elle. Est-ce que vous lui avez demandé, puisqu'on a l'impression que vous montrez ces tocs un peu Oui, mais je lui ai dit, écoute, c'est intéressant, parce que c'était vraiment très, très intéressant. C'est une fille hyper intelligente. Et je lui ai dit, montre-moi comment c'est quand ça va pas bien, quoi. Pas d'une manière voyeuriste, mais pour qu'on voit, oui, quelquefois, l'image de la souffrance, elle parle, quoi, et sans même qu'elle parle. Donc elle a bien voulu le faire, et puis on l'a monté, mais pas non plus, c'est pas non plus... C'est aussi la manière de le filmer, c'est très très gros plans, c'est ces moments où elle a des gestes comme ça un peu schizophréniques. Mais je crois elle était contente d'avoir fait ça, parce que ça l'a aussi aidé à sortir, quoi. Je sais pas si je l'ai pas revue après, je sais pas si elle est guérie ou pas. Celle qui fait du porno, je l'ai revue après souvent, qui faisait... elle est devenue artisan verrière. Elle a eu beaucoup de succès. Elle fait des flacons pour les parfumeurs de luxe. Elle a beaucoup travaillé pour Chanel, Dior, etc. C'est devenu une artiste vraiment importante. Donc voilà, elle aussi, elle était très consciente. Hein, elle s'en est sortie. Oui, je voudrais vous demander comment la télévision a perçu, quand vous êtes avec le travail que vous avez fait,
comment la télévision, comment les responsables de la télévision, ils ont pris votre film. Comment ça s'est passé? Parce que ça paraît... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un film comme ça, il ne peut pas passer. C'est impossible. Ah, impossible. Oui, c'est impossible, c'est impossible. Oui, oui. Déjà, à l'époque, c'était Tocci, mais là, maintenant... ils ont... Non, mais l'INA, ils m'ont toujours soutenu. Hein, et même pour Grand-mère de l'Islam. Grand-mère de l'Islam, c'est en pleine... là, on n'avait pas encore ces conflits si aigus avec le monde de l'islam. Hein. En tout cas, ces questions se posaient pas comme ça. Donc c'est passé, c'est passé. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ça? Ça a fait des vagues quand même. Oui. Alors c'est passé de temps en temps, je crois peut-être 2 fois, le 8 mars. Parce que le 8 mars... Bon. Enfin, oui, c'est ça, à 23h30. Comment... Ah, pardon. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une interrogation sur le titre Grand-mère de l'Islam, étant donné que dans le film, je ne vois pas tellement de références religieuses en réalité, enfin, mis à part une allusion par rapport à l'avortement, et que j'ai l'impression que l'identité qu'elle est plutôt en avant, ces grand-mères, c'est leur identité algérienne en réalité plus que musulmane. Donc voilà, je m'interrogeais juste sur d'où venait ce titre. Ouais. C'est-à-dire que ce qui opprime les femmes dans le monde musulman, c'est le monde musulman. C'est quand même assez clair. Après, ça peut être algérien, ça peut être Afghanistan, ça peut être... L'islam est une religion qui opprime les femmes, quoi. Je l'assume de le dire. Je ne suis pas raciste, mais il faut dire qu'il faut appeler un chat un chat. C'est pour ça que j'ai appelé ça grand-mère de l'islam. Alors qu'elles sont extrêmement attachées à leur pays, à leur langue, à leur culture, qui est une culture magnifique. Mais l'islam, d'ailleurs, vous savez, la religion catholique, c'est pareil. Hein. La religion juive, je vous en parle même pas. Elles n'ont même pas le droit d'aller à la synagogue. Donc, assumons le fait que les grandes religions monothéistes sont fondées sur le patriarcat. Fondées sur. Et le patriarcat, c'est le cadre général de nos sociétés, bien avant le capitalisme financier ou tout ce qu'on peut déplorer de maintenant. Le cadre premier, c'est le patriarcat. Ça veut dire quelque chose de vivant m'appartient. La femme, le gosse, la terre. Et ça a amené à toutes les dérives de destruction, quelles qu'elles soient. Mais c'est la même idéologie. Alors là, elles appartiennent à l'islam, mais l'islam, il y a des choses formidables. Moi, je ne suis pas en train de dire que l'islam, c'est pourri, pas du tout. L'islam est à peu près la seule religion qui garde encore la vraie notion de ce que c'est que la santé. Avec le jeûne, avec certaines interdictions alimentaires, etc. Et puis qui a produit des œuvres d'art et de sciences qui sont... Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de ça. Les grandes religions monothéistes sont, par définition, des outils d'oppression des femmes et d'esclavage des femmes pour prendre leur boulot, pour se servir de leur boulot et de ce qu'elles produisent dans leur ventre. C'est ça la définition. Et il y a beaucoup de femmes qui sont collabos avec ce système. Mais le système, c'est lui qui est à abattre. Et c'est lui, si on ne s'occupe pas de ça, on ne changera rien dans ce système. Bonsoir. Voilà, donc c'est que le film, tous les deux m'ont beaucoup parlé. Mais ce que vous venez de dire là m'interpelle beaucoup. C'est parce que, bon, voilà, déjà, j'aurais bien aimé voir la rencontre entre vous et ma mère. Parce que ma mère, elle a eu 17 enfants. Et donc, voilà, j'ai un père et une mère et 17 enfants. Et c'était au Brésil. Or, mes parents étaient protestants au Brésil. On n'avait pas la télé, pas le ciné, jamais. Tout ça, c'était... considéré satanique, du diable, quoi. Et donc, du coup, par rapport à la religion, je pense, bon, voilà, ce sont toutes les religions, à mon avis, qui mettent les femmes voilà, dans cette situation-là. Mais chez moi, c'était le contraire. C'était ma mère là, qui a entraîné mon père là-dedans.
Et bon, juste, bon, là, je fais un petit peu mon cinéma parce que je n'ai pas de questions vraiment, juste ce témoignage. C'est que on rigolait beaucoup avec mes frères et sœurs quand on a commencé à comprendre comment ça s'est passé, la sexualité, la religion, la vie intime des parents et tout. Et c'est qu'en fait, on était extrêmement pauvres. On était riches de la lumière divine, quoi, de choses comme ça. Mais on était des enfants de Dieu. C'est ça que mes parents disaient, que voilà, on était des enfants de Dieu. Quand on avait faim, on se nourrissait des lumières divines, plein de trucs comme ça, quoi. Et en fait, ma mère, bon voilà, et comme on était pauvres, c'était mélangé, on ne comprenait pas très bien. Donc on n'avait pas de pyjama, mais on dormait habillés avec les habits qu'on allait à l'école le lendemain et qu'on avait joué la journée, tout ça. Et en fait, mon père était interdit, ma mère lui interdisait d'enlever même la ceinture pour dormir. Donc, ne mettez pas de pyjama. Pas... Et donc, du coup, avec mes frères et sœurs, quand on a grandi, on rigolait, on disait que ma mère a été la première femme à mettre une ceinture de castité à un homme, quoi. De chasteté, ouais, un homme, voilà. Donc voilà, bon, mais tout ça me fait penser à ça. Première contraception, ouais. Oui, voilà. Non, voilà, à l'époque, bon, c'était des protestants au Brésil, hein, alors qu'au Brésil, c'est une puissance catholique. C'était hyper austère, quoi, dans le sud du Brésil. Et voilà, on était pauvres, mais on est tous bien sortis. Et c'était cette histoire européenne, comme quoi la misère est moins pénible au soleil. C'est pas vrai, quoi, elle est pénible. Hein. Et bon, mais j'aurais adoré voir ma mère comme ces femmes-là, quoi, à l'écran. Voilà, en tout cas, merci pour ce que vous nous avez fait là. Oui, les protestants, c'est une religion monothéiste aussi. Hein. Oui, voilà, c'était des chrétiens protestants, quoi. Voilà, c'est du christianisme toujours. Mais même là, elle a ses 20 enfants et ils sont dans une relative misère. Mais dans le nombre, dans une communauté, il y a aussi énormément de joie. Hein. C'est très important. Hein. Attends, je t'aime. Pardon, excusez-moi, c'est juste que j'ai oublié de dire, c'est ça que je voulais dire au départ, c'est que ma mère chantait tout le temps. Et maintenant, et quand je suis venue en France, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'elle chante, il fallait qu'elle pleure tout le temps. Et non, elle disait non, j'ai la joie. Tout le temps, elle chantait, quoi. Voilà, et moi, ça me révoltait. Mais bon, mais aujourd'hui, je comprends. Hein, mais bon, voilà, mais c'était, je sais pas, cette joie-là, je la voyais chez ma mère, quoi. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, moi j'ai une question plus prosaïque, pardon, là, je vais revenir, ça va être un peu plus terre à terre. Mais comme on est quand même dans une programmation qui est liée à une histoire, donc avec Lina, en fait j'étais curieux de savoir comment, là c'est peut-être plus sur Grand-mère d'Islam justement, comment ça s'est passé avec... Du coup, avec Jean Frappa, est-ce que c'est Jean Frappa Jean Frappa, je pense qu'on en parlera demain. Je vous invite bien sûr à venir demain et je pense qu'on en parlera peut-être plus longuement parce que c'est une figure importante. C'est lui qui est venu vous voir et ensuite comment ça s'est passé, le modèle de production justement enfin voilà comment on travaille avec Lina, ou comment on travaillait à l'époque justement. Bon, c'était d'abord, il voulait que ça soit les grands-mères, nos grands-mères. Et quand je lui ai proposé ça, il était il était surpris, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas résisté. Il a été d'accord pour que je fasse ça. Ça, c'était très bien. Et puis, on tournait ça rapidement, quand même. Mais on avait une équipe, quand même.
mais on avait des contraintes de production aussi. Par contre, jamais personne n'est intervenu pour nous dire qu'il fallait faire ceci ou cela. Mais ça, c'est très français quand même. On a quand même enfin, peut-être pas à la télévision, mais dans le cinéma, nous, on n'a pas de... On est libre, quoi. On est encore libre, de moins en moins, parce que maintenant, ça se formate de plus en plus, mais quand même, il y a quand même cette notion du droit d'auteur qui n'est pas du tout la même que dans les pays anglo-saxons. On est sur le copyright, c'est-à-dire que les producteurs sont propriétaires des œuvres et peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas, dans les pays anglo-saxons, le final cut, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le montage final. Alors qu'en France, il y a un grand respect du droit d'auteur. Donc à l'INA, j'ai jamais eu de problème, ni avec Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ni avec Grand-mère de l'Islam. Ça, c'était très agréable. Et puis c'était aussi des gens qui étaient sur un modèle de recherche. Donc ils étaient vraiment dans tout sauf de la censure. Parce qu'ils avaient affaire à des gens bizarres quand même aussi, comme moi, comme d'autres. Et ils n'ont pas censuré, ça c'était vraiment bien. Voilà, c'est ça que je peux dire. Il n'y a pas de censure, il y avait des contraintes en termes de jours de tournage. Ah oui, Et sur la question de la durée, parce que après, moi je connais, il y a des personnes qui sont mieux placées que moi. Moi, je connais que le film de Chantal Akerman ou de Eustache, qui ont des durées différentes, qui sont, me semble-t-il, plus longs. Du coup, c'est pareil. La durée, c'était libre. Ça pouvait être une demi-heure comme une heure. Je crois qu'il fait 35. Il fait à peu près 35 minutes. Ah oui, non, on n'avait aucune contrainte de temps et ça, c'est très agréable. Maintenant, c'est complètement formaté. Hein. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Oui, non, là, on faisait ce qu'on voulait. Ça, c'était vraiment bien. Mais les productions, ça a toujours, quelles que soient les productions, c'est pour ça que c'était formidable. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Est-ce qu'on n'avait pas de production? C'est toujours ça, là, c'est toujours, ils sont toujours dans votre dos à vous taper là, sur l'épaule pour vous dire il y a trop de jours, vous tournez trop, il y a trop de péloches, il y a trop de ci, il y a trop de ça, et vous devez tourner ça en tant de jours. Ça, c'est le cinéma, ça. Hein, c'est le fait de tourner. C'est toujours le tournage, c'est toujours écrire Guérépel et 15 volumes en un tour d'auto-tamponneuse, en gros. Hein. Et ça, c'est une industrie, hein, c'est très cher, donc il faut faire avec cette contrainte-là. Mais on a toujours, tous les arts ont des contraintes. La liberté, elle est, à part peut-être la littérature, mais si on ne vous publie pas, il n'y a pas de liberté non plus. Non, bien sûr. Non, puis les contraintes peuvent être aussi source de création, de comment les contourner aussi. Enfin, tout dépend des contraintes. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qui se passe en Russie. Parce que pendant toute la période soviétique, ils ont eu quand même des immenses cinéastes qui étaient extrêmement censurés, qui devaient ruser avec toutes les fourches caudines de la censure. Mais on a eu quand même Tarkovsky, il y a eu des gens incroyables. Et là, c'est le désert, quoi. Oui. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour votre travail qui donne clairement envie de se battre. Et je voulais vous demander comment est née votre conscience féministe et qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que votre film soit toujours autant d'actualité et résonne encore vachement aujourd'hui? Le fait qu'il soit toujours d'actualité, ça me rend plutôt triste. Mais sinon, conscience féministe, je ne peux pas dire que... Comment dire, j'ai toujours étudié comment était, j'ai toujours scanné comment était faite cette société. C'est ça qui me passionne. Et comment fonctionnent les rouages, quelles sont les idéologies, comment marche l'oppression, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle continue à fonctionner, sous quelle forme, etc. C'est ça qui m'a intéressée. Et pour ça, quand on me dit féministe, ça fait comme si je défendais ma boutique. Vous comprenez ? Je ne défends pas ma boutique, je défends la liberté, la justice, enfin des choses assez basiques qui sont écrites au fronton de toutes nos mairies. Hein. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais il se trouve que le combat des femmes, il est quand même à la base de toutes
une fois qu'on a parlé des ouvriers, des luttes de classe, de tout un tas de luttes, ben, il reste encore celle-là, quoi. Et puis il y a quand même une femme quasiment qui meurt tous les jours, ou en tout cas il y a 50 à 60 blessés gravissimes tous les jours. S'il y avait ça, s'il y avait une femme par jour, un homme arabe ou black ou juif qui mourrait par jour, ben, la France serait debout à feu et à sang. Et elle aurait raison. Ben là, il n'y a personne qui est à feu et à sang. Hein. Tous les jours, il y a un féminicide, tous les jours. Tous les jours, il y a une petite fille qui est en... Il y a des viols à tire-larigot de plus en plus. Et ça ne fait bouger personne, quoi. C'est quand même... c'est ça qui ne va pas, quoi. Mais moi, si on faisait ça... moi, je me suis bagarré aussi. J'ai fait Romuald et Juliette pour les Blacks. Je me suis bagarré pas pour toutes les causes. Et là, c'est aussi sur les ouvrières. C'est comment elles sont exploitées, ces femmes, etc. Donc, je n'ai pas seulement combattu le féminisme. Le féminisme est à la base de toutes les oppressions. Donc, c'était important d'en parler. Mais toute la manière dont est organisée une société qui opprime quelqu'un m'intéresse. Et m'intéresse de le dézinguer, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Conclusion, hein. Oui. Continuez à dézinguer.